Je vais vous parler de mécanique quantique. Et pour une science ou une discipline scientifique qui a bientôt 100 ans, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont toujours pas réglées, à tel point qu'il y a effectivement pas mal de physiciens qui adoptent le principe tais-toi et calcule. Alors, dans cette conférence, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on peut, au travers d'une reformulation et d'un principe surtout de dérivation de la quasi-totalité des équations de la mécanique quantique, résoudre une bonne part des problèmes. Mais par contre, il y aura un prix à payer notamment, c'est l'émergence d'un problème qui n'a pas été identifié. Et celui-là, il est un peu redoutable, à mon avis. Alors, je vais d'abord donner quelques points de repère sur des descriptions des signaux, en partant des signaux temporels et en montant jusqu'aux signaux spatio-temporels, puisque c'est ce dont je vais avoir besoin. Ensuite, je présenterai de manière synthétique comment, sur la base d'un problème classique qu'on prendra comme référence, on peut utiliser ces descriptions. Ensuite, on s'intéressera au principe de reformulation, qui sera illustré dans un cas simple. Et ça nous permettra en fait de voir ce qu'il en est des problèmes ou des paradoxes pour lesquels la reformulation proposée me semble apporter une solution. On sera amené à parler un peu d'état quantique stationnaire. Et ensuite, on filera vers les conclusions, les perspectives et après, évidemment, les questions. Alors, je vais avoir besoin des nombres complexes. Alors, on a les nombres réels et on peut dire ça va de moins l'infini à plus l'infini, donc on a besoin d'un seul axe pour les représenter. Par contre, pour les nombres complexes, qui sont construits en utilisant deux nombres réels, par exemple z, le nombre complexe, c'est x plus jy, je vais avoir besoin du plan. Et donc, du coup, j'ai deux axes, l'axe des R, l'axe des imaginaires purs, que j'ai noté JR. Et J, c'est le nombre tel que si on le met au carré, ça donne moins 1. Donc c'est le nombre imaginaire pur et il est présent, très présent en mécanique quantique. Et il va être très présent dans les descriptions dont on a besoin. Alors si je pars de signaux temporels simples, qui sont le cosinus et le sinus, de fréquence f0, la pulsation c'est 2πf0, donc j'ai mes deux tracés, je vais pouvoir en fait construire autre chose, qui est une exponentielle complexe, qui est la somme d'un cosinus plus j fois le sinus. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que d'abord, si je dérive l'exponentielle, elle va s'écrire l'exponentielle multipliée par j oméga 0. Si je la dérive deux fois, ce sera j oméga 0 au carré. Si je la dérive n fois, ce sera j oméga 0 à la puissance n. Alors que le cosinus donne un moins sinus, le sinus donne un cosinus, et donc suivant le nombre de dérivations qu'on fait, on a des sinus, des cosinus, éventuellement avec des changements de signe. C'est pénible. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que si j'écris exponentielle j oméga 0t et exponentielle moins j oméga 0t, en faisant la somme et la différence de ces deux équations-là, je suis en mesure d'exprimer le cosinus et le sinus oméga 0t en fonction des deux exponentielles complexes, exponentielle j oméga 0t et exponentielle moins j oméga 0t. Donc j'ai une combinaison linéaire à chaque fois des deux exponentielles temporelles. Et le pas suivant, sur notre escalier, c'est l'extension aux signaux quelconques. Et on voudrait, là aussi, en fait, les trouver comme combinaisons linéaires d'exponentielles complexes qui font intervenir les exponentielles j oméga t, donc le temps. Donc je pars de signaux temporels quelconques, de dimension 1, et l'outil, pouf, là tout de suite ça se complique un petit peu, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est la transformée de Fourier, temporelle et son inverse, donc tf oméga moins 1 pour l'inverse. Et ce qui se passe, par exemple pour la tf oméga, je prends le signal, je le multiplie par l'exponentielle moins j oméga t, et j'élimine le temps en faisant une intégration. Et sinon, ce que je peux faire, c'est à partir de ces s oméga, reconstruire mon signal temporel grâce à la tf oméga moins 1, en affectant à chacune des exponentielles j oméga t comme poids, comme pondération, comme contribution à la resynthèse s d'oméga. Et si on réarrange un petit peu cette expression-là, on voit qu'on peut avoir une intégration qui fait intervenir à chaque fois exponentielle j oméga t avec un coefficient plus exponentielle moins j oméga t. Alors là, il y a une intégration sur oméga. C'est-à-dire que contrairement au cosinus et au sinus où on avait juste oméga égale oméga 0, là potentiellement j'ai oméga qui va de 0 à plus l'infini.
Donc j'ai bien une description à partir d'une combinaison linéaire d'exponentielles complexes. Mais ça, c'était pour des signaux qui étaient purement temporels. Maintenant, il faut grimper encore une grosse marche où je vais passer en fait à des signaux qui vont être spatio-temporels. Et donc, je vais avoir des combinaisons linéaires d'exponentielles complexes spatio-temporelles. Donc, je passe d'une dimension 1 à une dimension 4 et je vais construire, je vais étendre le principe que j'avais fait là. Alors, ma première variable, c'était t. Maintenant, j'ai x, y, z, t, j'ai 4 variables. Alors, pour que ce soit un peu plus compact, je vais utiliser le vecteur r de coordonnées x, y, z. Donc, je vais passer du signal temporel s de t au signal spatio-temporel s de r vecteur et de t. Et là où j'avais oméga, maintenant, j'ai kx, ky, kz, les 3 coordonnées du vecteur d'onde, plus un oméga. Donc, 4 variables fréquentielles. Donc, mon exponentiel j-oméga t, je vais le remplacer par quelque chose qui, in fine, c'est une exponentielle de j, de quoi? De k scalaire r plus oméga t. Donc k scalaire r, ça fait kxx plus kyy plus kzz, puis plus oméga t. Donc ça, c'est le morceau simple. Maintenant, c'est les transformations de Fourier qu'il faut étendre. Donc là où j'avais une intégration sur r, maintenant j'en ai 4. Donc j'ai une intégration sur R4. De s de t, je passe à s de r et de t. L'exponentielle moins j oméga t, c'est remplacé par l'exponentielle moins j k scalaire r plus oméga t. Et je fais l'intégration sur x, sur y, sur z et sur t. Si je veux reconstruire mon signal s de r et de t, j'ai besoin de l'analogue de la transfert de Fourier temporelle inverse, qui est la transfert de Fourier spatio-temporelle inverse, la tfk oméga moins 1. Donc à partir des poids sk oméga de k oméga, j'affecte ces poids aux exponentielles complexes spatio-temporelles à exponentielle j kr plus oméga t, et je fais une intégration sur chacune des variables fréquentielles, donc kx, ky, kz et oméga. Donc c'est la même chose en dimension 4 de ce qu'on avait tout à l'heure en dimension 1. Alors, donc ça, on le met dans un coin de notre tête, on va dire. Et puis, pour que ce soit un peu plus compact, dx, dy, dz, je vais l'appeler d3r. Et d3k, c'est dkx, dky, dkz. Et je vais utiliser ce genre de notation qui me dit que je vais passer du signal spatio-temporel qui dépend, donc S, qui dépend de R et de T, à sa description fréquentielle, qui est SK oméga, qui dépend de K et de oméga. Donc j'en ai une qui se situe dans l'espace-temps, RT, et l'autre qui se situe dans un espace fréquentiel 4 quadridimensionnel, qui est donc l'espace où j'ai K, vecteur et oméga. Alors les propriétés intéressantes de ces trucs-là, pourquoi on fait ça? C'est pour ce qui va se trouver sur ce transparent notamment. C'est-à-dire que si je fais une dérivation par rapport au temps, là où j'avais une dérivation temporelle, pour la version fréquentielle, j'ai juste une multiplication par j oméga. Si maintenant je fais une dérivation par rapport à n'importe laquelle des variables d'espace, j'ai quelque chose en fait qui est une multiplication par jk i, où i c'est kx, ky ou kz. Et je peux donc construire quelque chose qui rassemble tout ça, qui est le vecteur nabla. Donc nabla appliqué à S, ce sera le gradient de S, où j'aurai d rond S sur d rond X, d rond S sur d rond Y, d rond S sur d rond Z. Ça, qui est un vecteur compliqué, devient une simple multiplication par j fois le vecteur d'onde pour la quadrille transfert de Fourier spatio-temporelle. Donc maintenant, on peut aborder la question du problème simple qu'on va choisir comme référence pour illustrer l'ensemble de la démarche. Alors c'est un problème de propagation d'ondes en champ libre, donc des ondes non dissipatives, planes, tridimensionnelles. C'est des ondes scalaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vecteur là pour le moment, hormis dans les variables, puisque j'ai R. Donc R, c'est le vecteur position et le point source, il est choisi comme origine. T, c'est le temps. Alors psi, ça pourrait être par exemple en acoustique la pression, la masse volumique, la température, l'entropie et d'autres choses. Et à partir du moment où ce n'est plus des phénomènes quelconques spatio-temporels, on a une contrainte supplémentaire qui se traduit par le fait que psi de R et T doit satisfaire une équation qu'on appelle équation de propagation d'onde. Donc c'est delta psi moins 1 sur C0 carré d2 psi sur dt2 égale à 0 pour tous les couples de l'espace-temps physiquement pertinents dans le cadre de ce que moi je vais appeler le champ libre. C'est-à-dire loin de toute source, de tout obstacle et de choses comme ça. C0, c'est la célérité des ondes.
Et le triangle à delta psi, c'est simplement, en fait, on applique 2 fois le gradient. On fait gradient scalaire gradient et on l'applique à psi. Voilà, ça, vous savez tout sur ce truc-là. Alors maintenant, on va changer d'espace. On était dans RT, dans l'espace-temps, on va se placer dans l'espace fréquentiel. Donc on va utiliser la TFK oméga et son inverse. Donc là où j'ai psi de R et de T qui est associé à psi oméga de oméga, bah, d rond psi sur d rond T, ça vient un j oméga psi oméga. Si j'arrive 2 fois, j'ai un j oméga au carré. Et si je fais la même chose avec le nabla, j'avais un jk. Si je fais maintenant laplacien psi, bah, j'ai jk au carré fois le psi oméga de oméga qui met un quadrille transféré de Fourier spatio-temporel. Wow. Alors, je mets les deux résultats qui vont nous servir. Je mets l'équation de départ, qui est l'équation finalement dans l'espace-temps, l'équation de propagation d'onde. Et une fois qu'on applique la TFK oméga à cette équation d'onde, ben on obtient en fait cette équation-là, qui est une description purement fréquentielle, où on a oméga 2 moins C0 carré fois K scalaire K, donc K2, le tout que multiplie la quadrille transférée de Fourier spatio-temporelle, psi oméga de oméga égale à 0. Et ça doit être vérifié pour tous les cas, toutes les coordonnées du vecteur d'onde et toutes les valeurs d'oméga, donc appartenant à R4. Alors là, on a un truc de la forme A fois B égale à 0. Bon, ben, ce qu'on a appris peut-être dès le collège, c'est qu'à ce moment-là, c'est A égale à 0 ou B égale à 0. Le premier terme, on va le conserver. Par contre, le deuxième terme, vu que c'est vrai pour tout K et tout oméga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène. Donc c'est un cas qui n'est pas intéressant, il est trivial, on va dire, c'est une solution triviale, mais ce n'est pas intéressant. Puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas d'onde. Donc on va juste conserver le deuxième. Donc j'ai une condition effective qui me donne en fait un lien entre le vecteur d'onde et la pulsation oméga. Ça veut dire que, alors que tout à l'heure, dans mes descriptions, le vecteur d'onde et oméga étaient des variables indépendantes, le fait que j'ai introduit une condition qui était une condition ondulatoire me donne un lien en fait entre le oméga et le vecteur d'onde. Et ça s'appelle la relation de dispersion. Donc ici, pour les ondes planes, progressives, non dissipatives. Donc là, on a tout ce qui nous permet de comprendre les différentes descriptions de notre problème de référence. Donc la première description, c'est l'équation de propagation. C'est une description spatio-temporelle. La deuxième description, c'est une description purement fréquentielle, donc que je qualifierai après de problème étendu. On verra pourquoi. Et puis, si j'élimine la solution triviale, j'obtiens la relation de dispersion. Et c'est ces trois équations en fait, que je vais retrouver à un moment donné dans mon principe de dérivation de n'importe quelle équation quantique. Donc maintenant, on peut passer au principe de la reformulation. Alors le point de départ, ça va être l'équation de conservation de l'énergie, et je vais prendre ça comme l'analogue de la dernière relation, la relation de dispersion. Je vais construire l'analogue de la relation précédente, qui est la description purement fréquentielle, le AB égale à 0. Là. Je vais définir la transférée de Fourier quantique, qui sera analogue à la transférée de Fourier spatio-temporelle inverse. Je vais appliquer cette transférée de Fourier à l'analogue de la description purement fréquentielle, et ça me conduira automatiquement à l'équation quantique associée au système étudié. Bon, on va le faire sur un cas simple. Après, on pourra aller regarder ce qui se passe sur des cas plus compliqués si ça vous intéresse. Si vous ne l'avez pas lu pour l'instant sur le papier sur ResearchGate. Mais là, on va rester sur un cas simple. Alors, le cas simple, c'est une unique particule non relativiste, c'est-à-dire que sa vitesse elle est inférieure à 10% de la vitesse de la lumière, de masse m, de position r, de quantité de mouvement p, et on suppose qu'elle est soumise à un champ scalaire, un potentiel, v, qui dépend de r et du temps. À ce moment-là, l'équation de conservation de l'énergie nous dit que l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique, P carré sur 2m, l'équivalent du 1,5 de mv2 pour ceux à qui ça rappellerait des petites choses, plus l'énergie potentielle. Et ici, l'énergie potentielle, c'est le champ V de R et de T. Et j'ai écrit un H. Le H, c'est ce qu'on appelle l'hamiltonien classique, et là, il dépend de P, de R et de T. Donc, mon équation de conservation de l'énergie totale, je l'ai. Et j'ai besoin d'autres relations qui sont les relations proposées par Planck et Einstein, donc E égale H bar oméga, qui permettent de faire le lien entre l'énergie E et oméga,
grâce à la proportionnalité et la constante, c'est la constante h bar qui est h sur 2pi, c'est la constante de Planck réduite. Et j'ai aussi besoin d'une relation qui va me faire le lien entre la quantité de mouvement P et le vecteur d'onde K. Donc P égale h par K. Ce qui fait que je vais pouvoir passer du couple de variables ondulatoires vecteur d'onde oméga au couple de variables corpusculaires PE grâce à K oméga, c'est 1 sur h bar PE. Donc la première étape, c'est identifier quel est l'analogue de la relation de dispersion. Je choisis de prendre en compte la conservation de l'énergie totale. Donc je retrouve mon équation de tout à l'heure, E égale P carré sur 2M plus V de R et de T. Deuxième étape, construction de l'analogue de la description purement fréquentielle. La description purement fréquentielle, elle correspond à quoi? À la relation de dispersion multipliée par psi oméga de oméga. Donc je vais introduire l'équivalent du psi oméga de oméga. Et donc le K, je le remplace par P, le oméga par E. Donc j'ai psi de P et de E. Ce qui fait que mon E égale P carré sur 2M plus V de R et de T. Ça fait E psi de PE égale P carré sur 2M plus V de R T psi PE. Et puis j'ai aussi H PR fois psi E. Psi PE, qu'est-ce que c'est? C'est l'amplitude de probabilité que le couple vecteur PE que je prends en compte, il satisfasse l'équation de conservation de l'énergie à un instant T et pour un point, une position R quelconque dans l'espace-temps. Donc là, c'est pour ça que je vais parler de problème étendu, puisque j'avais quelque chose qui était l'équation de conservation de l'énergie qui était valable pour le phénomène le long de toutes les trajectoires possibles. Là, j'éclate l'ensemble et je l'étends dans l'espace-temps. Et je dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres points qui pourraient satisfaire le même problème? Donc, troisième étape, construction de la transfert de Fourier quantique. Donc, on passait de psi oméga à psi de R et de T par une transfert de Fourier spatio-temporelle inverse. Maintenant, on va passer de psi PE à psi RT par une transfert de Fourier quantique inverse. Donc le psi oméga de oméga, on le remplace par le psi PE. Le KR plus oméga T, je vais expliquer pourquoi il y a un moins, je le remplace par P scalaire R moins ET sur H bar. Et les K deviennent des dP sur H bar. Les d oméga devient DE sur H bar. Et comme j'ai un 2pi et que le H bar c'était H sur 2pi, les deux pi s'en vont, il me reste des H4. Et j'ai bien une intégration quadruple ici sur R4, pareil ici. Donc c'est exactement, en fait, c'est l'équivalent quantique associé à mon problème. Alors pourquoi le moins? Alors certes, j'ai utilisé les relations de Planck-Einstein et de De Broglie, mais là, il n'y a pas de moins. Par contre, en fait, en mécanique analytique, il y a un des éléments qui interviennent, qui est dans le principe de moindre action, qui s'appelle l'action. Et l'action, en fait, quand on va regarder en fait, comment elle est liée à la quantité de mouvement, à l'énergie, on voit que c'est l'intégrale de P scalaire dr moins EDT. Et là, j'ai quoi? J'ai mis P scalaire R moins ET. Donc je choisis en fait une convention de phase entre mes exponentielles complexes, exponentielle JPR et exponentielle JET, qui est différente pour me conformer à cette définition de l'action. Alors la deuxième raison éventuellement, plus simple peut-être, c'est de dire que si je choisis cette convention-là, je vais tomber sur les équations quantiques, alors que si je mets un plus, je tombe sur le complexe conjugué de l'équation quantique. Voilà. Donc pour être raccord avec ce qu'on trouve dans la littérature, c'est cette convention-là qu'on va utiliser. Alors on continue à utiliser RT comme couple dual associé à PE. De la même manière, ça c'est pour avoir des notations à la fin qui correspondent à ce qu'on trouve en fait dans la littérature quantique. Et j'utilise le fait que le potentiel V, c'est un champ défini partout. Et je vais conserver la notation R, voire la notation RT. Et ça, on en discutera ça en section 5. Voilà. Quatrième étape, on applique la transfert de Fourier. Alors, on a besoin des résultats. Donc, on a d'abord le psi de PE qu'on va associer à la fonction d'onde psi de R et de T. V de R et T psi de PE, ça va être associé à V de R et T psi de R et de T. Le E psi de PE, ça devient JH bar des ronds psi sur des ronds T. Et ce qui va nous intéresser, c'est le psi de PE fois P carré, ça va devenir moins H bar carré, Laplacien scalaire de psi de RT.
Donc, si on part de l'équation du problème étendu, donc qui n'est pas l'équation de conservation de l'énergie du système, c'est déjà un autre problème. Si j'applique la transformée de Fourier quantique inverse, à ce moment-là, je reconstruis ce qui est l'analogue de ma description spatio-temporelle, c'est-à-dire de mon équation d'onde. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'obtiens? JH bar des ronds psi sur des ronds t égale moins h bar sur 2m delta psi plus v de RT psi de RT. Et ça, c'est l'équation de Schrödinger associée au système mécanique en fait, qu'on a introduit. Bon, là c'était chaud. Ça va l'être un petit peu moins en termes d'équation. Donc à ce stade, on a un principe qui peut servir à dériver de l'équation quantique, alors que d'habitude elle est postulée. On a une justification du principe qui est postulé aussi, qui est le principe de correspondance, où d'habitude on dit, voilà, E, on va le remplacer par l'opérateur JH bar des ronds sur des ronds t. Et P, le vecteur quantité de mouvement, on va le remplacer par moins JH bar gradient. Là, ça découle directement en fait, de l'utilisation de la TFQI appliquée au problème étendu. On a une définition automatique aussi de psi de P et de E. Et aussi de la fonction d'onde, puisque en fait, c'est la TFQI, donc la transfert de Fourier quantique inverse, de psi de PE. Et avec ce principe-là, au besoin, on le vérifiera tout à l'heure, on peut dériver toutes les familles d'équations quantiques, les équations de Schrödinger, de Klein-Gordon et de Dirac. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de postuler ces équations-là, elles s'obtiennent en réutilisant le principe qu'on a vu, simplement en partant d'un problème différent, en mettant plus ou moins de choses relativistes, non relativistes, avec ou sans spin, avec ou sans présence de champ électromagnétique, etc. Voilà, donc là, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir donc essayer de voir en fait quelles sont les conséquences de cette reformulation, de cette proposition. Alors commençons par un petit point, un petit rappel quand même sur le cas classique. J'ai dit, mais je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté, parce que c'est ça en fait le cœur, c'est qu'on a une première description de notre phénomène, qui est la description spatio-temporelle. Et celle-ci, elle se base, elle a lieu, elle se déploie dans l'espace-temps. Donc l'équation d'onde dans l'espace-temps. J'avais ensuite l'équation AB, là, égale à 0, qui était la description purement fréquentielle. Elle est dans un autre espace. Et ces deux espaces, ils sont complètement disjoints. Le passage de l'un à l'autre, c'est la transfert de Fourier spatio-temporelle, direct ou inverse, suivant quel est notre point de départ. Ça veut dire en fait qu'on peut déjà faire le constat qu'on a deux espaces différents, l'espace-temps et un espace purement fréquentiel. Et la relation de dispersion, si on dit il y a quelque chose de la forme A2 moins B2 égale à 0, donc A moins B facteur de A plus B, on s'aperçoit en fait que ce qu'elle permet, c'est de dire que là où on avait des intégrales, on en avait 4, où à chaque fois on faisait des intégrations sur R, on va se restreindre juste à l'intégration dans le plan. Enfin, le plan, c'est un 4D k oméga, à l'intégration uniquement sur le long des droites de dispersion d'équation oméga moins C0k égale à 0, oméga plus C0k égale à 0. Maintenant, pour les cas quantiques, celui qu'on a vu, puis les extensions qui figurent dans l'article, ou au besoin, j'ai un autre PDF, une vingtaine de pages avec plein d'équations. Donc l'équation de conservation de l'énergie, c'est une description des évolutions du système dans l'espace-temps. Et c'est aussi le lieu des quantités de mouvement et d'énergie totale. Donc, si ce n'est que si j'ai un système compliqué avec plusieurs particules, j'ai plusieurs quantités de mouvement. Donc, c'est pour ça que j'ai les deux accolades et à l'intérieur PL. Donc, mettons L particules, qui permettent le fonctionnement de ce système. Ensuite, j'ai l'analogue de la description purement fréquentielle, qui a été obtenue en multipliant cette équation de conservation de l'énergie par cette quantité, la bizarre, le grand psi de PLE. C'est une extension de l'équation de conservation à l'ensemble des points, quantité de mouvement E, donc en fait c'est à l'ensemble en fait, de l'espace-temps. Puisque derrière se cache aussi l'extension, puisque ces solutions-là, les PL et les E, on les cherche en fait pour un temps et un jeu de position de coordonnées des particules données, mais quelconque. Donc c'est un problème étendu à tout l'espace-temps. Si mon grand psi, là, c'est l'amplitude de probabilité que le couple de toutes mes quantités de mouvement
et l'énergie, ça correspond à un point de fonctionnement possible pour le système mécanique à un instant. Et une fois qu'on a choisi, arbitrairement, les positions des particules dans l'espace-temps. Donc, ça veut dire qu'on a une interprétation de cette quantité comme amplitude de probabilité, et c'est complètement analogue à l'interprétation classique de la fonction d'onde dans mécanique quantique. Mais surtout, c'est cohérent avec l'interprétation d'une transférée de Fourier, qui correspond finalement au poids, à la probabilité de présence, ou de la contribution d'une exponentielle complexe, donc temporelle ou spatio-temporelle. Si c'est temporel, c'est à chaque instant. Si c'est spatio-temporel, c'est à chaque instant et en chaque point. Et ça, c'est lié au fait que quand on a fait le calcul de la transférée de Fourier temporelle ou spatio-temporelle, on a éliminé le temps ou l'espace-temps en faisant une intégration sur chacune des variables. Donc on a quelque chose en fait qui est une probabilité. On ne sait pas. Il y a un poids. Et quand on reconstruit, grâce au transfert de Fourier inverse, le phénomène, on voit apparaître l'ensemble des phénomènes en fait, qui étaient intéressants. Alors, la transfert de Fourier quantique et la description quantique. Alors, dans leur définition, j'ai utilisé des variables position et temps. J'ai noté R et T aussi. C'est des variables position duales, puisque c'est les variables qui sont associées aux quantités de mouvement et à l'énergie. Mais attention, même si j'ai conservé les notations RL et T pour avoir des variables duales qui vont me donner en fait des équations avec les mêmes notations que dans les équations qu'on trouve dans la mécanique quantique, ce sont des positions et un temps qui ne sont pas définis dans l'espace-temps initial. L'espace-temps que je vais qualifier d'espace-temps ordinaire. La description en fait par l'équation quantique, quel que soit en fait le système qu'on considère, elle ne relève pas de l'espace-temps ordinaire, mais d'un espace-temps fictif que je vais appeler l'espace-temps quantique. Donc j'ai une description au départ avec l'équation de conservation de l'énergie qui est dans l'espace-temps. Et à la fin, j'ai une description quantique qui est dans un autre espace, temps, mais qui est fictif. Et les deux ne coïncident absolument pas. Alors, quelles sont les conséquences ? La description quantique, elle ne donne aucune information sur la position des particules au cours du temps dans l'espace-temps ordinaire. Les évolutions de ces positions duales dans le temps, ça ne correspond pas aux trajectoires des particules dans l'espace-temps ordinaire, puisque c'est une description dans l'espace-temps quantique. On n'est pas dans le même espace. Ça veut dire que les particules, elles peuvent exister au cours du temps, et elles peuvent avoir des trajectoires dans l'espace-temps ordinaire, ce qui était aboli par la mécanique quantique. Maintenant, avec ma transférée de Fourier quantique inverse, je passe de l'espace-temps ordinaire à l'espace-temps quantique. Par construction des transferts de Fourier, je retrouve de facto des choses qui vont ressembler aux inégalités d'Heisenberg, sous réserve que grand psi et psi soient variables séparables. C'est des trucs du style, la précision de localisation ou de connaissance sur la coordonnée de quantité de mouvement suivant x multipliée par la précision de localisation de la coordonnée en x, c'est supérieur ou égal à h bar sur 2. On a la même chose suivant y, on a la même chose suivant z, donc ça c'est les trois premières lignes. Et on a une autre inégalité qui nous dit que l'imprécision de détermination de l'énergie multipliée par l'imprécision de détermination du temps quantique, c'est supérieur ou égal à h bar sur 2. Alors les conséquences, c'est qu'effectivement, c'est impossible de localiser avec précision à la fois le lieu des quantités de mouvement et d'énergie dans l'espace-temps et le lieu dual des positions et du temps dans l'espace-temps quantique. Ouais, mais comme c'est entre l'espace-temps et l'espace-temps quantique, c'est pas complètement dans l'espace-temps. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation quant à l'existence ou la mesure simultanée des positions et des quantités de mouvement dans l'espace-temps ordinaire, c'est-à-dire celui dans lequel on est nous. Alors toujours à cause de l'utilisation de la transférée de Fourier quantique. Je passe d'une description potentiellement avec des particules qui est locale à une description quantique qui est non locale dans l'espace-temps quantique. J'ai une description quantique qui est probabilistique, d'une part parce que je suis passé du problème de conservation de l'énergie
à un problème étendu, à tout l'espace-temps, et qu'ensuite j'ai fait une opération qui était la transférée de Fourier, qui noie l'information puisque j'obtiens en fait des probabilités. J'ai une équation de conservation de l'énergie totale qui est non linéaire, puisque j'ai des termes de la forme P carré sur 2m pour l'énergie cinétique. Tandis que l'équation quantique, elle, j'ai remplacé ces termes-là par des termes qui sont des Laplaciens scalaires. Or, le Laplacien, c'est un opérateur linéaire. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai deux solutions de mon équation quantique, n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux solutions est encore solution de l'équation quantique. Ça veut dire que pour l'équation quantique, j'ai bien un phénomène de superposition des états quantiques ou des solutions des fonctions d'onde. Par contre, je ne l'ai pas concernant ce qui se passe dans l'espace-temps ordinaire, puisque j'ai des équations en fait non linéaires. La linéarité ne vaut que dans la description quantique, mais qui n'est pas dans l'espace-temps. Donc il n'y a plus de superposition en fait, des états dans l'espace-temps, comme c'est indiqué en mécanique quantique pour le moment. Alors, quid du chat, le fameux chat de Schrödinger, et le problème de la mesure? On vient de voir, je viens de dire que la superposition, elle existe dans l'espace-temps. D'accord? Mais je n'ai pas de superposition dans l'espace-temps ordinaire. Or, le chat, lui, il n'est pas dans l'espace-temps quantique, il est dans l'espace-temps ordinaire. Ce qui fait que les mesures, je les mène aussi dans l'espace-temps ordinaire, pas dans l'espace-temps quantique. Ce qui veut dire que ma fonction d'onde, elle n'est pas affectée par la réalisation d'une mesure, puisque la mesure elle a lieu dans l'espace-temps ordinaire, et que la description quantique, elle dérive directement de la donnée du problème initial qui était l'équation de conservation, dans laquelle je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'évolution du temps. Donc je n'ai pas d'évolution, je n'ai pas d'affectation, je n'ai pas de modification de la fonction d'onde dans l'espace-temps quantique. Ce qui veut dire que je n'ai pas de réduction de la fonction d'onde dans l'espace-temps quantique. Ça veut dire que la description quantique n'est pas affectée par une mesure. Or, qu'est-ce que ça nous dit? Que le problème du chat de Schrödinger, comme le problème de la mesure, c'est des conséquences de la confusion de l'hypothèse ou de la non prise en compte du fait qu'on a deux espaces-temps différents et qu'on suppose en fait que tout est dans le même. C'est le problème en fait des notations et de l'utilisation des descriptions fréquentielles d'une manière un petit peu légère, j'ai envie de dire. Alors par contre, il y a un problème. Alors, je vais l'illustrer dans le cadre d'une unique particule non chargée, c'est reprendre le cas de tout à l'heure. Mais ce problème-là, en fait, on le retrouve dans chacune des familles d'équations en fait, quantiques que j'ai pu examiner. Si je pars de mon problème, donc avec l'équation de conservation de l'énergie, l'utilisation de psi de PE qui me permet de construire le problème étendu, la TF-QI, j'aboutis à l'équation quantique. Pourquoi? Parce que si j'applique la TF-QI au terme V de RT psi de PE, ça ne pose pas de problème. Parce que d'un côté, j'ai quelque chose qui dépend de P et de E, et là, j'ai quelque chose qui dépend de R et de T. Donc V de R et de T, c'est une constante par rapport à psi de PE. Maintenant, si j'essaie de revenir depuis le monde quantique, j'ai mon équation quantique, j'ai ma transformée de Fourier quantique, et je me dis, tiens, je vais appliquer la transformée de Fourier quantique pour essayer de revenir à mon problème, en fait, qui est mon problème étendu. Ça ne marche pas. Parce que si on applique la transformée de Fourier quantique au terme, au produit des signaux spatio-temporels V de R et de T et psi de R et de T, ça conduit au produit de convolution des transformées de Fourier quantique de V de R et de T et de psi de R et de T. Alors, la deuxième, on la connaît, c'est psi PE. Par contre, la première, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas et qui est beaucoup plus compliqué, qui ne coïncide pas avec la V de R et de T, hormis éventuellement si c'était quelque chose qui ne dépendait ni du temps, ni de l'espace. C'est-à-dire une constante, isotrope, uniforme, stationnaire, tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on ne peut pas effectuer de retour depuis la description dans l'espace-temps quantique à celle dans l'espace-temps ordinaire. Du coup, ça pose une question. C'est d'accord, j'ai un problème associé à l'équation quantique. Il est plus simple puisque j'ai réussi à linéariser les équations où j'avais des p carrés sur 2m. Si j'ai remplacé ça par des Laplaciens scalaires, bon, peut-être c'est plus simple, d'accord. Mais je ne peux pas revenir des solutions quantiques
à ce qui se passe dans l'espace-temps ordinaire. C'est impossible. Donc du coup, quel est l'intérêt d'utiliser cette description quantique? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, dans la section suivante, je vais étudier un cas de figure pour lequel cette description semble présenter un intérêt, c'est celle des états quantiques stationnaires. Donc, j'ai un système, j'ai besoin d'un système, je vais reprendre presque le système que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai ma particule unique, toujours non relativiste, de masse m, de position r, de quantité de mouvement. Mais par contre, ce coup-ci, en fait, on suppose qu'elle est soumise à un champ scalaire qui ne dépend pas du temps, donc qui est stationnaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir v de r et de t, maintenant on a juste v de r. Et mon équation de conservation de l'énergie totale, c'est p carré sur 2m plus v de r égale E. C'est égal à h, mais ce coup-ci, h il dépend de p de r, mais pas de t. Donc il est indépendant du temps. Mon objectif, c'est de trouver une équation quantique qui est associée à des états quantiques stationnaires. Qu'est-ce que c'est que ces états-là? C'est des états tels que l'énergie est constante. C'est la définition, alors qu'en mécanique, ça pouvait correspondre à autre chose, la notion de stationnarité, mais c'est la définition quantique et je m'inscris dans cette définition. Alors, le principe de dérivation, c'est presque celui qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, on part de l'équation de conservation de l'énergie, on construit l'analogue de la description purement fréquentielle, on construit la transfert de Fourier quantique adaptée, on applique cette transfert de Fourier quantique et on obtient en fait à ce moment-là une équation quantique. Le changement, il y en a un, c'est que maintenant on ne tient plus compte de E comme paramètre, puisque c'est une constante, et donc du coup je ne fais plus non plus intervenir sa variable duale, qui est le temps. Donc, on part de l'équation de conservation de l'énergie totale. On construit l'analogue à la description purement fréquentielle, donc en introduisant maintenant psi qui ne dépend plus que de P. Il n'y a plus de dépendance en E. Et ça reste l'amplitude de probabilité que la quantité de mouvement P, ce soit un des points de fonctionnement du système mécanique, évidemment dès lors que E et R sont fixés. Donc ça me donne cette équation-là. Vu que je n'ai plus que P, je simplifie ma transfert de Fourier quantique inverse en éliminant toute l'intégration sur P, toute dépendance sur E, toute dépendance à E. Le terme ET moins ET, il disparaît. Puis le DE sur H, il disparaît aussi. Mais ça ne change pas les propriétés. Donc à partir de cette description purement fréquentielle, si je lui applique la TFQI modifiée, la stationnaire, j'obtiens une équation E psi de R égale moins h bar carré sur 2m delta psi de R plus V de R fois psi de R. Et ça, c'est l'équation de Schrödinger indépendante dans le temps. Maintenant, si j'introduis l'opérateur quantique hamiltonien H chapeau de R, qui est moins h bar carré sur 2m laplacien plus V de R, je m'aperçois en fait que mon équation de Schrödinger indépendante du temps, ça correspond à un truc en mathématiques qui s'appelle le problème de valeur propre de l'opérateur h bar. C'est-à-dire en fait, c'est quelles sont les solutions du problème h bar fois psi égale E psi. Auquel cas psi, c'est ce qu'on va appeler les vecteurs propres et E, les valeurs propres. Donc admettons que je sache le résoudre, ça va me donner une fonction d'onde, pi de R, à valeur complexe, et puis les valeurs propres associées qui correspondent aux valeurs possibles pour l'énergie totale. Alors, les psi de R, si on regarde ce qui se passe du point de vue du carré du module, ça nous donne en fait des lieux géométriques qu'on va appeler les orbitales. Et il se trouve en fait que pour une valeur de E, au fur et à mesure qu'on va monter dans les niveaux d'énergie, on va avoir plusieurs orbitales pour une même valeur de l'énergie. Alors, c'est des valeurs très proches ou égales, suivant ce que l'on met dans l'équation de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que là, nous, on avait un truc très simple, mais si on rajoute la prise en compte il y a éventuellement un noyau, avec un proton, par exemple, si c'est un électron, qu'après, il peut y avoir des spins, après, il peut y avoir les effets relativistes, après, il peut y avoir les effets liés au champ électromagnétique. Donc, ça va modifier un petit peu les choses. Mais ceci étant, si je reste sur un modèle simple, et par exemple celui de l'atome d'hydrogène, où j'ai juste un électron, des trucs très simples, je vais avoir par exemple un certain nombre d'orbitales. Là, j'en ai déjà affiché 5. Et ça correspond donc, par exemple, 1 pour le premier niveau d'énergie, j'ai une orbitale possible. Par contre, pour le deuxième niveau d'énergie,
j'ai 1, 2, 3, 4 orbitales possibles. Et là, on distingue quelque chose en fait, qui correspond à des nuages. Et pour l'instant, en fait, en mécanique quantique, ce qu'on dit, c'est que ces nuages, c'est la manifestation éventuellement possible de la présence d'un électron autour de notre noyau. Où est-ce qu'il est? Dans le nuage, où on ne sait pas. Notamment tant qu'on n'a pas fait la mesure, ou ce qu'on ne sait pas faire tant qu'on ne l'a pas observé. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'au fur et à mesure qu'on monte en énergie, on a de plus en plus d'orbitales. Énergie, premier niveau d'énergie, la première couche, on a une orbitale sur laquelle on aura 2 électrons parce qu'il y a le spin qui peut prendre 2 valeurs. Hein, c'est la couche K, si ça vous rappelle des choses là au lycée. Après la couche L, il y a 2 niveaux. Bon, on va avoir 4 orbitales. 4 fois 2, 8. Ah bah tiens, les 8 électrons de la couche L. Après la couche M, il y a 1, 4, 9 fois 2, donc 18 électrons supplémentaires, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des formes qui sont vraiment très bizarres, qui sont vraiment de plus en plus chahutées, avec des lobes de plus en plus circonscrits. Et on se dit, mais attends, mon électron, quand il change d'un niveau à l'autre, même à l'intérieur d'une même couche, il va éventuellement passer d'un truc comme ça, ou un truc qui est celui-ci à celui-là, ou ça à ça. Ça paraît assez bizarre. Mais pourtant, c'est ce qui est proposé. Donc du coup, c'est dire, non, de toute façon, l'électron, il n'a pas de position, il n'a pas de trajectoire, etc. Ouais, mais non. Parce que nos orbitales, elles se déploient dans l'espace-temps quantique. Donc elles ne renseignent absolument pas sur les trajectoires des particules, par exemple les électrons, constituant le système dans l'espace-temps mécanique. Par contre, pour les électrons, c'est un indicateur potentiel de la présence de plusieurs raies spectrales, d'énergie très proches quand plusieurs orbitales existent. Ce qui veut dire que ce problème d'étude des états quantiques stationnaires, ça nous donne les valeurs de E, éventuellement de manière plus simple, enfin on espère. Donc recherche éventuellement facilitée, et puis mise en évidence de la quantification. Et puis, dernière chose, si on suppose que l'énergie est constante, il y a déjà 2 cas de figure un peu évidents. C'est soit c'est une trajectoire qui est une droite, une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire que la particule est libre, elle fait ce qu'elle veut, puis elle continue sa vie. Ou alors, en fait, c'est des trajectoires qui sont contraintes par des forces, des interactions, et par exemple, c'est les orbites pour les électrons dans les atomes. Donc ça suggère en fait que pour les atomes, l'image du nuage électronique, c'est dans l'espace-temps quantique, c'est pas dans l'espace-temps normal, donc on a oublié. Et par contre, il faudrait peut-être en fait envisager de revenir, paradoxalement, à l'image du système planétaire, où on a des orbites pour les électrons, qui sont en fait, dont les caractéristiques sont fonction en fait, des niveaux de quantification de l'énergie. D'un point de vue plus général, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Pas de dualité onde-corpuscule dans l'espace-temps ordinaire. Le modèle de corpuscule, c'est le modèle mathématique, et j'insiste sur mathématique, qui semble le plus adapté a priori pour décrire les phénomènes dans l'espace-temps ordinaire. Et le modèle non local ondulatoire, c'est celui qui serait adapté pour décrire les phénomènes dans l'espace-temps quantique. Maintenant, les conclusions, puis après les perspectives, puis après la phase de débat. Alors, que retenir? Là, il semble bien que j'ai un principe de reformulation qui permet de dériver toutes les équations de la mécanique quantique. Alors que d'habitude, on les postule. Et ce qu'il en ressort, c'est que la mécanique quantique, c'est une description dans un espace-temps fictif. Donc tout un tas de problèmes en fait, qui sont pour l'instant présents en mécanique quantique n'ont potentiellement pas lieu de se produire puisque ce n'est pas dans notre espace-temps. C'est une description qui est peut-être intéressante pour déterminer les niveaux d'énergie totale du système. Dans l'espace-temps ordinaire, le modèle mathématique, c'est le modèle de corpuscule et des descriptions locales. Dans l'espace-temps quantique, c'est le modèle ondulatoire, une description non locale, donc par des ondes. Il n'y a pas de dualité onde-corpuscule, mais a priori, comme je l'ai déjà dit, des descriptions potentiellement complémentaires. Les problèmes et les paradoxes, chat de Schrödinger, mesure, superposition, etc., c'est, de mon point de vue, issu de la confusion des espaces-temps. Alors que j'ai un espace-temps ordinaire, un espace-temps quantique, ce n'est pas les mêmes. La mesure, pour moi, il n'y a pas de problème.
puisqu'on effectue les mesures dans l'espace-temps ordinaire, et que ça ne va pas modifier la description quantique, puisque je n'ai pas de problème de réduction de la fonction d'onde. La fonction d'onde, elle va évoluer effectivement dans le temps, mais elle est définie une fois pour toutes dès lors qu'on a choisi le système et les hypothèses. Pas de problème d'impossibilité de la mesure simultanée de la position et de la quantité de mouvement, enfin en théorie, parce que si on fait une mesure qui explose tout, ou qui dégrade tout, ou qui modifie sensiblement les choses, c'est pas possible. Donc potentiellement, peut-être qu'actuellement, on ne sait pas le faire. Mais en théorie, ce n'est pas impossible. Il y a bien les inégalités d'Heisenberg, mais elles ne jouent pas dans l'espace-temps. Elles jouent entre l'espace-temps ordinaire et l'espace-temps quantique. Les trajectoires physiques existent dans l'espace-temps ordinaire, et le modèle planétaire, ça me semble intéressant de le reconsidérer pour les atomes. Là, évidemment, ça devra faire plaisir à M. Bohr, à M. Sommerfeld, etc. Alors, il y a un autre truc, je ne l'ai pas dit, enfin, j'ai glissé très vite dessus, c'est qu'il y avait la quatrième inégalité d'Heisenberg qui était delta E fois delta T supérieur ou égal à h bar sur 2. Et celle-ci, d'habitude, elle sert à justifier les fluctuations du vide quantique. Mais là, en fait, c'est une relation qui nous lie ce que l'on ne sait pas bien définir éventuellement en même temps, s'agissant de l'énergie dans l'espace-temps ordinaire, et le temps, l'intervalle de temps, ou l'instant, mais le temps quantique, et pas le temps ordinaire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se servir de ce principe-là pour justifier qu'il y a des fluctuations quantiques, encore moins estimer leur ordre de grandeur, ce qui est un des problèmes que certains disaient, attends, il y a un ordre de grandeur qui était 10 puissance, je ne sais plus combien, c'est 10 puissance 300 et quelques, je crois, entre la mesure et puis l'estimation à partir des inégalités d'Heisenberg. Donc il y avait un gros problème. Il n'y en a pas. On ne peut pas l'utiliser. Par contre, ça pose la question, est-ce qu'il existe des fluctuations quantiques? Des fluctuations, oui. Quantiques, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce n'est pas l'inégalité d'Heisenberg qui permet de justifier l'existence de ces fluctuations. On a dit, Schrödinger, son chat, même si il préfère les chiens apparemment, mais il n'a plus besoin d'essayer en fait de tyranniser des chats. Puisque la superposition, on a dit, c'est possible pour la fonction d'onde dans l'espace-temps quantique, mais il n'y en a pas dans l'espace-temps ordinaire. Maintenant, les perspectives. Alors, première chose, évidemment, tout ça, c'est sous réserve que la proposition elle soit validée par d'autres, etc. Mais si cette proposition, moi j'ai tourné dans tous les sens, je n'ai pas vu de faille pour le moment, mais peut-être que quelqu'un la verra. Si cette proposition est valide, d'abord, il faut chercher une autre explication pour les phénomènes tels que ceux observés pour les fans de Young. Parce que, vu que c'est les phénomènes d'interférence, on fait intervenir les ondes. Oui, sauf que les ondes, c'est plutôt les descriptions propres à l'espace-temps quantique. Et d'ailleurs, en fait, on retrouve le même genre de problème pour l'effet tunnel, où on dit, tiens, ça va déborder en fait, de la zone qui était limitée. Ça permet éventuellement de passer au travers de la montagne, si la montagne est mince, quand même. Mais ça ne fonctionne que dans l'espace quantique, dans l'espace-temps quantique. Donc il faut essayer de trouver une justification dans l'espace-temps physique ordinaire. Alors maintenant, l'intrication quantique, les inégalités de Bell, les trucs qui ont donné lieu à des prix Nobel là, dernièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Au départ, Bell, il disait, c'était pour trancher entre l'article d'Einstein, l'article EPR, Podolsky et Rosen, et puis des gens comme les tenants de l'approche de Copenhague. Il disait, description, est-ce qu'elle est locale ou pas? C'est tranché, elle n'est pas locale, mais elle n'est pas dans l'espace-temps ordinaire. Ensuite, il n'y a pas de variable cachée, puisque la position, par exemple, la position, le temps, etc., même les quantités de mouvement, c'est dans l'espace-temps normal. Alors que la description quantique, elle est dans l'espace-temps quantique. Après, il y avait le problème de j'ai deux machins qui sont séparés par une distance qui est vraiment trop importante pour que, s'il y en a une qui change et que l'autre change instantanément, il y ait une communication d'information. Parce que ça va plus vite que la vitesse de la lumière, et ça embêtait énormément Einstein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réduction de la fonction d'onde dans l'espace-temps quantique, dans ce que je propose.
Et puis en plus, souvent, c'est à partir de considérations sur le spin. Oui, mais a priori, le spin, c'est une grandeur quantique. Donc, c'est les quantiques, elle appartient à la description dans l'espace-temps quantique, pas dans l'espace-temps physique. Donc, sur le spin, il y a aussi des choses à regarder un petit peu. Alors, par contre, on a besoin de chercher une autre approche. Je ne sais pas s'il sera quantique ou pas, mais qui permette le retour en fait, d'une description, mettons que ce soit la description quantique, à celle dans l'espace-temps ordinaire. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte, dans le processus qu'on va qualifier de quantification, les termes d'énergie potentielle, et donc les positions. Et ça, je pense que ça va être chaud. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra peut-être se pencher sur les extensions quantiques actuelles, électrodynamique, quantique, théorie des champs, etc. Mais à mon avis, il y a peut-être déjà une première question à laquelle il faudrait répondre. C'est vu que l'utilisation du module corpusculaire, ça a l'air plus intéressant en fait pour la description finalement dans l'espace-temps réel. Quid de la pertinence de l'utilisation des champs dans l'espace-temps ordinaire? Et ça, c'est pas gagné. Ensuite, il y a aussi mais le grand problème là, on a deux théories. Ce qui se passe aux grandes échelles, qui est la gravitation, la théorie de la relativité générale d'Einstein, et puis aux petites échelles, la théorie quantique. Si ce n'est que dans les endroits où on a des effets de gravitation qui sont énormes à petite échelle, on est coincé. Et du coup, ma réponse, c'est de dire, si la quantification nous amène à considérer en fait, des descriptions qui ne sont pas dans l'espace-temps ordinaire, il n'y a peut-être pas besoin d'essayer de quantifier la gravitation. Parce que la théorie d'Einstein sur la relativité générale, elle vaut pour l'espace-temps ordinaire. Alors que la mécanique quantique, et de ce que j'ai pu commencer à voir pour ces extensions, c'est dans l'espace-temps quantique, c'est pas dans le même espace. Donc ça ne sert à rien, potentiellement, d'essayer de quantifier dans l'espace-temps la gravité. Et je ne sais pas si c'est intéressant de chercher une description quantique pour l'ensemble des phénomènes. Donc voilà à peu près où j'en suis dans mes réflexions. Donc je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition pour tout ce qui va être question. 52 minutes. C'est le truc là. C'est lourd ce machin. Alors, qui s'y colle ? Ouais. Un peu trop loin. Pour moi, c'est vrai que ces reformulations sont un peu loin. Enfin, en termes toute l'utilisation de ces... Rapproche le micro. Ah, peut-être, ouais. Pardon, excusez-moi. De ces équations. Donc, c'est intéressant, ça me replonge loin en arrière. Mais juste une question, en fait, j'ai l'impression que toute la problématique que tu énonces ici, c'est qu'on perd des informations quand on revient, quand on part dans l'espace quantique, dans l'espace temporel, on perd des informations, un peu comme pour la transformée de Fourier, où on va perdre une partie de phase, par exemple, et du coup, on a développé les ondelettes. Est-ce qu'on n'a pas un peu le même souci ici, le passé quantique, pas seulement. On perd des informations. Pas seulement, c'est que, dans moi, ce que je propose, effectivement, il y a éventuellement ce problème-là, mais surtout, c'est que dans ce que moi je vois apparaître, c'est que dans les formulations actuelles de la mécanique quantique, il n'y a pas de distinction entre l'espace-temps quantique et l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en fait que c'est pas des descriptions qui se placent dans notre espace-temps, dans le même espace. Donc pour moi, c'est ça le plus gros problème. Après, le deuxième problème, c'est qu'on a une description où on va associer à chacune des quantités de mouvement une position. À l'énergie, un temps. Mais le terme d'énergie potentielle, lui, dépend des positions et éventuellement du temps. Donc on ne fait une quantification en fait que sur la partie énergie égale énergie cinétique. Mais le terme d'énergie potentielle, on n'y touche pas.
Et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, c'est pertinent. C'est intéressant parce que ça nous permet, en fait, de substituer les termes non linéaires, les p carré sur 2m, à des choses qui sont des opérateurs de dérivation spatiale. Donc ça, c'est des opérateurs linéaires, donc ça, c'est super. Ça peut éventuellement simplifier les problèmes en fait, de résolution mathématique. Si ce n'est qu'après, on se retrouve avec des problèmes à plus de 3 corps et on ne sait pas trop faire. Hein, on touche aux limites des chaos et des choses comme ça. Donc, je pense que c'est plutôt là en fait, qu'il y a des problèmes. Et après, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas tant, je ne sais pas si c'est tant le fait qu'il y a un flou, c'est qu'on part en fait d'une description, on a une particule avec sa vitesse, sa position, sa quantité de mouvement, à dans l'autre espace quelque chose qui devient un phénomène complètement délocalisé, ou largement délocalisé, qui devient plus ou moins ondulatoire. Mais on a la même chose sur une transformée de Fourier, on passe dans un espace fréquentiel qui n'est pas notre Oui, espace à nous. mais l'intérêt du Fourier, c'est de passer d'un truc, par exemple, qui était notre équation d'onde, à quelque chose qui va être très localisé. C'est-à-dire, alors qu'on avait potentiellement tous les points de l'espace-temps, on s'aperçoit en fait que quand on bascule dans la représentation complètement fréquentielle par Fourier, on a quelque chose qui va se localiser en quelques points de droite pour K et pour oméga. Donc on a quelque chose qui au départ, c'est l'onde, elle est censée aller de moins l'infini à plus l'infini du point de vue du temps et en espace, donc s'étendre partout dans l'espace-temps. Et là, la description en fait fréquentielle donne une description qui est très locale. Donc j'ai l'impression en fait qu'on essaie finalement d'utiliser, sauf qu'on ne le sait pas en fait, a priori, la transformée de Fourier, mais alors qu'on partait d'un phénomène qui était localisé, obtenir un phénomène qui est complètement délocalisé. Alors que pour tout ce qui est les équations d'onde ou les signaux temporels, c'est beaucoup plus intéressant, enfin, pour les ondes, parce que les signaux temporels, il y a le problème que tu as signalé, en fait, qu'il y a l'information sur qu'est-ce qui se passe en temps, elle se cache dans toutes les phases. Mais là, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si à terme, en fait, ce sera super intéressant de conserver une description quantique. Parce qu'il y a quand même tout un tas de cas de figure où les équations quantiques, on est aussi embêté pour les résoudre. Bon, après, il y aura peut-être des trucs avec les histoires de réseaux de neurones, machin chose, où on se passera des équations, hein, puisque c'est ce qu'ils font avec des prédictions pour la météo, avec finalement des précisions qui sont du même ordre, voire peut-être même supérieures de ce que sont capables de faire les gens de la météo nationale. Donc peut-être qu'il y aura une autre approche. Mais moi, là, je vois pour le problème, pour l'instant, c'est une approche, c'est que ce n'est pas une quantification complète. Ce n'est pas une transformation complète. C'est une transformation dans un espace bizarre où, en plus, il y a des ambiguïtés, puisque les variables, elles portent le même nom, potentiellement, enfin, dans les équations actuellement, que dans l'équation de conservation de l'énergie. Donc, c'est chaud. Puis Fourier, c'est bien. D'accord. C'est bien pour étudier les filtres. Mais pour un signal, tu sais bien que le signal, quand il évolue dans le temps, on a besoin aussi de suivre l'évolution de la composition spectrale au cours du temps. Et donc, du coup, on a des approches hybrides, espace-temps, ou espace-échelle, ce que tu disais pour les ondelettes. Mais la question, c'est est-ce que c'est aussi la représentation la plus adaptée ? D'où le problème de revenir en arrière, on perd trop d'informations pour pouvoir revenir. Et peut-être que le calcul en fait, de la représentation et puis son utilisation est peut-être aussi très compliqué par rapport finalement à l'information que ça peut nous apporter. Mais là, je ne sais pas trancher. Okay, ça répond à ta question à peu près. Alan. Oui. Moi aussi j'aime bien Fourier du coup parce que ça nous parle pour le son un peu pour l'audio, mais du coup j'ai peut-être plusieurs questions, j'espère que je vais réussir à formuler ça bien. Donc là, pour retomber sur des équations de la mécanique quantique,
cette proposition de transformer de Fourier quantique inverse, elle est que inverse en fait. Finalement, elle ne te sert que dans le sens inverse. En fait, on ne peut pas l'utiliser dans l'autre sens, sauf si le potentiel il est constant partout. Ok. Alors, c'est vraiment ça le point tu prends le potentiel gravitationnel en 1 sur R, tu changes le R, c'est mort. Donc même une situation simple ne permet pas un retour. Alors c'est là où, effectivement, en soi l'opérateur donc, 2 questions. Ça, cette transformée de Fourier, c'est une proposition à toi, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se pratique de considérer sous forme de transformée de Fourier, de dériver comme ça une équation. Non, parce qu'en fait, ils ont ce qu'ils appellent un principe de correspondance. Ils disent, chaque fois que j'ai une occurrence de E, je la remplace par J des ronds psi sur des ronds JH bar des ronds sur des ronds T. Et chaque fois que j'ai une quantité de mouvement, je la remplace par un gradient associé aux coordonnées liées aux coordonnées duales. C'est un postulat, quoi. C'est un postulat. Qui finalement s'avère proche de cette manière de transformer dans ce monde quantique non, parce que si on prend par exemple dans Messia, il dit faut faire attention, il faut surtout pas partir sur autre chose que des coordonnées cartésiennes, parce que sinon on n'aboutit pas forcément à la même équation quantique. Donc c'est pas juste un principe. Puis en plus il n'est pas postulé, là il est justifié. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ce postulat, c'est le résultat de l'application de cette fameuse transformée que j'ai construite, la transformée quantique inverse, à mon équation de conservation de l'énergie. C'est vrai que je trouve ça assez élégant, du coup, effectivement. Mais la transformée donc construite, là, elle, a priori, elle est réversible. Ce serait une vraie transformée de Fourier. Oui, mais à condition que dans l'équation, tu n'es pas un terme pénible, comme le fait que tu as le V de R et de T ou le V de R. Et quand tu as fait ta transformée de Fourier... Mathématiquement, je ne situe pas bien, je ne sais pas si tu peux revenir sur ce point la difficulté du retour dans le sens inverse. Ah non, pardon, ça c'est les annexes, c'est des équations pires. Je cherche, c'est celle-là, c'est la light, parce qu'il n'y a pas toutes les transitions, donc il y a moins de choses à aller chercher. Alors attends. Ça va être dans 3. Dans l'application du principe, tu vas me chercher le 3 là. Bon. Diaporama 3. Il veut pas ? Bon on va y aller à la main. Alors attends, ouais, c'est là. Enfin, c'est ici. C'est ici que tout se joue. Ici, qu'est-ce qu'on a ? E, psi de PE. Ça dépend de E, et ça dépend de P2. Donc là, il n'y a pas de problème. V, P carré sur 2M, bon, M c'est une constante, fois psi PE, ça dépend de P, et puis bon, l'autre dépend de P de E. Par contre, là, j'ai V qui dépend de R et de T. Et dans ma transformée de Fourier, là, qu'est-ce qui se passe ? J'exprime les P et les E en fonction des R et des T grâce à l'utilisation de cette transformée de Fourier. Donc je dis que ce sont les variables duales. Sauf que là, le R et T ici, ce n'est pas le dual. Là, c'est le vrai. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que pour pouvoir trouver en fait, ces équations, on suppose en fait, que le R et le T, on ne le modifie pas. C'est pour ça en fait, qu'à la fin de l'article en français, pour l'instant, la version anglaise elle est presque finie, qui est mise sur ResearchGate, je dis que ce serait quand même plus intéressant de non pas d'écrire dans ma transformée de Fourier un petit r et un petit t, mais un grand R et un grand T, de manière à explicitement dire que ce n'est pas le même. Mais à ce moment-là, j'aurais un truc là qui serait encore dans l'espace-temps. Mais on verrait bien en fait que c'est normalement une quantité qui n'a pas lieu, qui ne devrait pas être exprimée dans l'espace-temps quantique. Mais à ce moment-là, ici, j'aurai un psi de grand R, grand T, mais j'aurai ce truc-là dont on ne saurait pas forcément quoi faire du point de vue en fait, de la description qui est là, puisqu'on aurait petit r, petit t, ici, et partout ailleurs, on aurait du grand R et du grand T. Donc, j'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens.
Pour l'instant, je vois pas de solution, mais bon, peut-être qu'il y aura des mathématiciens qui sauront trouver quelque chose. Donc c'est ça ce problème-là. Et puis le problème que, autant ici, on faisait une transformée en éliminant P et E, là on veut faire une transformée pour revenir dans l'autre espace en éliminant R et T. Mais donc du coup, le R et T qui est là, et le produit qui est là, quand on fait sa transformée de Fourier, la transformée de Fourier d'un produit de signaux, c'est le produit de convolution des transformés. Donc on ne retombe pas sur l'équation de départ. Mais est-ce que tu sais comment on en est arrivé à remplacer simplement le R par le P et le T par le E? Le R, il est remplacé comme ça. C'est en regardant dans toute la littérature ces histoires de principes, etc., je dis, mais le fait que je vois apparaître quelque chose en fait, qui ressemblait à, quand je dérive, je multiplie par un J oméga, comme ce que j'ai montré en acoustique. En fait. Je me dis, mais c'est des transformés de Fourier. Et donc, du coup, j'ai essayé de voir en fait, comment, partant de l'équation de départ, qui est l'équation de conservation de l'énergie, comment aboutir aux équations quantiques. Et on est obligé de faire l'hypothèse que, vu que le V de R et T, c'est partout, voilà, on utilise les mêmes notations, ou qu'on suppose en fait que le V on peut transposer simplement ce potentiel dans l'espace-temps quantique. Mais ce n'est absolument pas une hypothèse sur laquelle on peut glisser là comme ça. Enfin, si on veut mettre les choses sous le tapis. Donc c'est là, hein. Le problème en fait il est là, c'est qu'il faudrait réussir aussi à faire une transformée où on remplace le R et le T qui sont là par d'autres choses, mais qui du coup serait quoi ? Une énergie quantique et une quantité de mouvement quantique. Donc je ne sais pas si ce serait plus simple. Le T serait une fréquence en fait. Si on fait la même chose, le même lien par rapport à Fourier. Mais ça marche bien en acoustique parce que en fait, t'as rien au second membre. Et du coup, ce principe-là, il peut bien fonctionner. Par exemple, si on part de l'équation de conservation donc, de l'énergie relativiste. P carré égale, E carré égale P2 moins P2C2 égale à 0, par exemple. La conservation de la norme. Non, E2 égale P2C2, c'est 4. Donc E égale PC, carré, c'est ça ? Je sais plus. Non, c'est E égale MC2, c'est E égale PC. Même Lucille. La conservation de l'énergie pour le photon. E égale PC. Donc, au départ, c'est l'équation de conservation, la norme, la conservation de la norme du quadrivecteur. Donc, tu as E carré moins P2C2, P2 C2 égale le M0C4. Mais comme le M0 il est nul pour le photon, voilà. Mais du coup, si on part de ça, il n'y a pas de second moment. Il n'y a que du E, il n'y a que du P. Donc là, ça marche bien. Et ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est que si je fais ça, partant donc de l'équation de conservation relativiste pour le photon, je retombe sur l'équation de propagation d'onde qui m'a servi de point de départ, mais qui serait donc dans l'espace quantique. C'est-à-dire que la description quantique associée à la conservation de l'énergie pour le photon correspondrait à une équation de propagation d'onde dans l'espace-temps quantique. Là, c'est chaud. Conclusion, il faut faire de l'acoustique, c'est plus simple. C'est pas forcément plus simple parce qu'on a des fichus termes non linéaires dont il faut tenir compte. Alors, je crois qu'il y avait des questions, je ne sais pas s'il y en a toujours. Ouais. Tic et tac. Donc c'est tac alors. Non, je sais pas, mais je peux prendre le micro, mais j'ai pas de questions. Donc... Ah bon ? Non, mais j'en avais une, mais je l'ai oubliée. Puis là, en regardant... Non, je crois que... Je sais pas, mais c'était plus des questions de... J'ai pas compris, alors... Je sais pas si ça intéresse, mais... À ce moment-là, éventuellement, quand on se reverra, ou... C'est peut-être mieux de faire ça. Et vous l'enverrez, le PDF, ou pas ? Alors, ça va la conférence, elle est filmée. Elle va être montée, elle va être mise en ligne. Il faut pas leak. La présentation sera aussi mise en ligne. Et puis, la version avec du texte autour, tu l'as en français déjà sur ResearchGate. Okay. Donc déjà, en lisant là, tu auras peut-être plus d'informations écrites et donc le temps de pouvoir prendre le temps de les lire pour décortiquer et voir ce qui pose problème. Ceci étant, je pense que le 1, ça n'a pas dû des... Non, ça c'est les choses que j'ai commencé à manipuler avec vous en acoustique. Oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Mais
j'ai noté quand même slide 40. Alors, je me rappelle pas ce qu'il y avait, mais peut-être on peut essayer d'aller voir. Voir si la question me revient. Oui, voilà, là, on dit le problème des valeurs propres, mais ça, en fait, c'est pas nouveau. Non. Ouais. Et donc, là, en fait, tu montres juste qu'on retombe sur ce qui est un peu conventionnel et que donc c'est rassurant. Non, pas seulement. C'est-à-dire que je dis qu'au final, vu la difficulté là, du retour impossible en arrière, à quoi peut servir cette description quantique ? Typiquement, grâce à ces problèmes-là qu'on sait plus ou moins faire en mathématiques, trouver en fait les valeurs de E. Mais Par contre, effectivement, d'habitude, on dit on va aller chercher les valeurs propres de l'opérateur hamiltonien, mais on part d'une équation en fait où on suppose qu'il y a une séparation entre la contribution des temporelles, enfin que la fonction d'onde, c'est le produit d'une fonction temporelle par une fonction uniquement scalaire. Oui. Là, je dis c'est pas la peine. Il n'y a qu'à juste partir du fait que on cherche en fait une solution d'énergie stationnaire, on ne s'inclut pas de l'énergie, et donc en prenant directement la transfert de Fourier quantique simplifiée, puisqu'il n'y a plus le E, il n'y a plus le temps, on aboutit directement en fait à ce problème-là. Donc je retrouve quelque chose qui effectivement est utilisé in fine, qui est l'histoire des problèmes des valeurs propres, mais ce que je dis, c'est qu'on peut l'obtenir beaucoup plus rapidement, simplement en disant je cherche des cas où l'énergie va rester constante. Et du coup, je simplifie un petit peu la dérivation et puis l'explication. C'est-à-dire ça me permet de gagner une petite page de calcul. Ouais. Ok. Mais à condition que celui-là, on sache le résoudre. Et pour revenir sur la transformée de Fourier quantique, là, ouais. C'est un outil en fait qui est un petit peu abstrait dans le sens où il n'y a pas vraiment d'expression comme la transformée de Fourier classique. C'est la même chose en couleur. Mais alors comme Alan, moi je comprends pas bien ce qui nous empêche de faire le calcul. Là, tu as les deux. Tu as la transfert de Fourier inverse qui sert à reconstruire le phénomène spatio-temporel qu'on utilise nous en acoustique. Et là, tu as la transfert de Fourier quantique inverse où en fait ce qui change, c'est qu'on a remplacé K par P sur H bar et oméga par E sur H bar. Puis il y a un moins parce qu'on fait l'anticipation. Par rapport à l'action, ça paraît plus normal de retrouver quelque chose qui est conforme à une définition de l'action. Mais ça, l'action, tu l'as peut-être pas vu dans tes études. Si tu as fait un petit peu de mécanique analytique. Oui. En amont. Voilà. Mais donc, quand on est sur un potentiel qui dépend et de R et de T, pourquoi on ne peut pas faire une séparation des variables et dire que, pour pouvoir revenir en arrière ? Non, parce que en fait, c'est ici. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que cette transfert de Fourier quantique inverse qui fait intervenir les variables P et E, on l'applique à cette équation-là, où tu as du R et du T. Si j'avais une expression du potentiel qui ne dépendait pas de P de E, ce serait une constante, il n'y aurait pas de problème. Là, c'est une constante par rapport à PE. Sauf que par rapport à ma nouvelle description, vu que je les variables duales, c'est R et T, je me retrouve avec un produit de fonctions V de R et T, psi de R et T. Oui, mais auquel cas... Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a transformé notre psi de R et T en psi de P, PE. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil sur le potentiel, en fait ? Qu'est-ce qui nous empêche d'écrire V de PE ? Sachant que R et P sont liés et T et E sont liés. Non, parce que le lien, il est là. C'est-à-dire que c'est K et oméga qu'on associe en fait à P et E grâce aux relations de Planck-Einstein et de Broglie. Qui ont été d'abord pour le photon, c'était Planck-Einstein, et puis de Broglie qui l'a étendu en disant tiens, peut-être qu'on a la même chose pour la matière. Mais c'est ce truc-là, en fait, qui fait le lien entre une description corpusculaire et une description ondulatoire. Mais de Broglie, lui, supposait qu'il y avait une onde qui guidait, en fait. C'était la notion d'onde pilote qui guidait les particules. Alors que d'autres supposent, en fait, que soit c'est une onde, soit
Enfin, ça dépend, en fait, ça change un peu de structure. C'est un métamorphe entre l'onde et la particule. Donc le problème, c'est qu'on associe en fait le R au P, le E au T. Et que là, en fait, il faudrait construire un truc qui nous change aussi le R qui est là et le T qui est là. Mais à ce moment-là, ce n'est pas cette transférée de Fourier quantique-là, c'est une transférée de Fourier. Alors, j'ai essayé en disant, tiens, je vais rajouter un terme qui va me changer le petit r en grand P et puis le petit t en epsilon, parce que je ne voulais pas prendre, ou petit e, on s'en fiche. Mais sauf que, qu'est-ce qu'on en fait après? On ne tombe plus sur les équations de la mécanique quantique pour lesquelles on a plein de solutions. Donc là, le constat que je fais, c'est que le problème, il est là, c'est ce terme-là. C'est pour réussir à trouver une description qui puisse permettre de faire un retour, faut faire une description en fait, qui va tout transformer. C'est-à-dire pas seulement le E psi, le P carré sur 2m psi, mais aussi le V de R et T psi. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ce que moi je vois apparaître quand j'essaie de retrouver les équations quantiques. Ok, mais alors désolé d'insister sur ce point-là, mais quand on a du coup un potentiel stationnaire, ouais. On a quand même du R. Donc Non. Enfin, stationnaire, oui, mais j'ai dit que s'il était, si c'est constant partout et tout le temps. Ah, donc en fait, on a juste... Il n'y a que dans ce cas-là qu'on peut revenir en arrière. Ah oui, non, mais oui. Ouais, mais un potentiel constant partout, est-ce que c'est intéressant? Bah non, mais c'est pour ça, c'est V2... Enfin, il dépend de la position quand même, on est d'accord? Bah non. S'il dépend de la position, c'est pas constant. Si ça varie en fonction de la position, c'est pas une constante. Là, il faudrait qu'il soit... Tout à l'heure, dans les équations, vous avez écrit V2R quand même. Enfin, oui, pas non, juste... mais c'est-à-dire que dans 5, j'ai considéré le cas où, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, c'est on fait au moins en première approximation l'hypothèse que le potentiel, en fait, il est indépendant du temps. Donc le potentiel, il est stationnaire, mais il dépend du point où on se situe. Mais même s'il n'y a pas le temps, il reste le R qui nous ennuie. Parce que là, si tu as un V de R, psi de R et de T, quand tu fais ta transférée de Fourier quantique inverse, tu as de toute manière, tu as du R ici, tu as du R ici. Donc tu auras de toute manière un produit de convolution, mais au lieu d'en avoir un qui est quadridimensionnel, tu en auras un unidimensionnel. Mais ce ne sera toujours pas la même équation d'arrivée. Donc c'est ici que ça coince. Hein. Ouais. Non, parce que je pensais au moment où on passe par les états stationnaires, mais c'est pas le même problème en fait. On a le même problème. Hein. Oui, mais il n'y a plus de T. Oui. On a moins de problèmes parce qu'il n'y a pas le temps. Mais on a toujours 3 fois le problème puisqu'il y a X, Y, Z. Non, celle-ci, c'est simplement l'équation de conservation de l'énergie qu'on a multiplié par psi. De manière à construire l'équivalent en fait, de ce truc-là qui est le résultat de l'application de la quadritransférée de Fourier à l'équation de propagation d'onde. Or, et moi ce que je dis, c'est que, mais d'ailleurs on le trouve de temps en temps dans certains bouquins de mécanique, ils disent l'équation de conservation de l'énergie, c'est l'analogue d'une relation de dispersion. Mais ils ne sont pas au bout. Ils ne sont pas allés au bout, en fait, potentiellement. En fait, ils n'ont pas tiré le fil pour dévider complètement la bobine. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, en essayant de tout reconstruire, en ayant tout démonté, je tombe sur ce paradoxe. Enfin, ce n'est pas qu'un paradoxe, c'est un problème. Mais après, l'histoire des transférés de Fourier, alors c'est plus dans les extensions de la transférée de Fourier, de la mécanique quantique, qu'on trouve les notions de description particules et description quantité de mouvement. Et on trouve en fait des transférés de Fourier. Mais sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire se dire, tiens, j'ai des transférés de Fourier, donc ils me lient le P et le R. Mais et si je lis le E et le T? Et si je repartais du début? Bon, après, il y a d'autres problèmes avec ces trucs-là. Puis il y a d'autres problèmes aussi, ici, qui ne sont pas traités. C'est que dans la mécanique quantique,
tout du moins pour l'instant, on ne traite pas le cas, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux particules qui fusionnent, s'il y en a qui sont créées, s'il y en a qui sont détruites, ou s'il y en a qui se séparent. Ouais. C'est un peu chaud, hein. Ouais, monsieur Jean-Baptiste ? Oui. Alors, moi, je suis un petit peu dépassé, faute de connaissance des outils mathématiques, mais j'aurais besoin que tu me réexpliques un truc. Tu distingues les phénomènes qui sont dans le réel, qu'on peut observer, et les phénomènes qui sont dans un espace abstrait. Je ne vais pas jusqu'au réel. Pardon, dans l'espace-temps. Ordinaire, j'ai dit. Ordinaire. Mais c'est du physicien. Donc tu dis que l'aspect ondulatoire existe dans un espace abstrait quantique. Potentiellement, oui. Et effectivement, tu parles des fentes Young, mais j'imagine qu'il y a d'autres expériences de ce genre-là, où il y a une manifestation dans le réel, dans il y en a en acoustique même, hein. de la dimension ondulatoire. Oui. Donc, j'ai peur de ne pas comprendre pourquoi dans ce cas-là, ça se manifesterait dans les expériences. Alors la question, dans ce que tu as posé comme question, il y a un mot qui est très important, c'est réel. Moi, je n'ai pas utilisé réel. J'ai essayé de veiller à parler d'espace-temps ordinaire, ou usuel, ou de la physique, parce qu'il y a déjà un petit monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une question, c'est pas parce que ça ressemble à que c'est. C'est pas parce que c'est des ondes que ça ressemble à des ondes. Parce que, en fait, ces travaux-là, ils sortent pas de nulle part. Ils sortent de... c'est la conséquence de choses que j'ai vues apparaître en acoustique. Et qui m'amènent à l'idée, en fait, qu'il n'y a pas de phénomène ondulatoire en acoustique, mais il y a des phénomènes qui nous apparaissent ondulatoires dès lors que l'on ne travaille que sur une partie des grandeurs acoustiques, par exemple la pression. C'est-à-dire que si je regarde les phénomènes de pression, en champ libre, notamment, parce qu'ailleurs, c'est pas possible, je peux faire l'hypothèse, localement, que j'ai des ondes, par exemple de pression, de masse volumique, de température. Mais je n'ai pas un phénomène qui est ondulatoire. Pourquoi ? Parce que ce que je vois apparaître, c'est que j'ai en fait un transport sonique de l'information sur la pression, la masse volumique ou la température, notamment. Donc, c'est-à-dire que la vitesse de déplacement eulérienne, et donc des particules potentiellement qui passent à ce point-là, c'est la vitesse du son. Donc, je suis obligé de ne pas... Enfin, ça m'interdit de considérer l'hypothèse selon laquelle ma particule fluide, c'est-à-dire le truc qu'on utilise, le point qui se cache derrière les équations dans la mécanique des fluides et de l'acoustique, de dire tiens, il se déplace à une vitesse négligeable par rapport à la vitesse du son. Non, moi quand j'essaie de faire les choses un petit peu en remontant un petit peu des équations de la mécanique des fluides, je vois que c'est non, le point il se déplace à la vitesse qui est la vitesse du son. Mais par contre, je peux faire l'approximation pour une des équations de mes équations fluides. Je peux faire une approximation ondulatoire pour la pression, la masse volumique ou la température. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, il y a un truc que j'ai dit que j'étais tombé sur une bizarrerie. C'est-à-dire, si je pars de la conservation de l'énergie pour le photon, E carré égale P2C2, je retombe sur une équation d'onde. Donc, c'est-à-dire que c'est une description, en fait, associée, duale, mais pas dans le même espace. Et du coup, la question que je me pose, c'est a-t-on bien la bonne définition, la bonne description des phénomènes de l'acoustique? Selon moi, non, mais éventuellement de l'électromagnétisme. Parce que nos équations d'onde, on les obtient en électromagnétisme en rajoutant une petite hypothèse qui s'appelle une condition de jauge de Lorentz, jauge de Coulomb, qui nous permet de découpler des termes un petit peu violents et de faire apparaître mathématiquement des équations d'onde.
Donc, il y a beaucoup d'ondes dans la physique. La question, c'est est-ce que ce sont des représentations des phénomènes ou juste, en fait, ce que l'on pense être les phénomènes. Sachant que, pour l'acoustique, pour savoir si effectivement c'est des ondes ou si c'est un transport, c'est-à-dire s'il y a du fluide qui se déplace, il faut le flasher. Si on fait des mesures de pression, c'est la pression, c'est pas la vitesse. Si on fait des mesures de température, un fil chaud, machin chose, c'est pas la vitesse. Donc la seule possibilité, c'est de réussir à le flasher en flagrant délit. Sauf que pour l'instant, si j'ai bien compris, les dispositifs de visualisation ne sont pas suffisamment rapides pour le flasher. Et si le truc se déplace à 340 mètres par seconde, entre deux flashs, c'est plus les mêmes particules qui sont dans la fenêtre d'observation. Et donc les corrélations qu'on établit à partir de nos deux photos, c'est entre des moments ou des particules qui ne correspondent pas en fait, finalement au même fluide. Donc là, il y a des gros chouchis aussi. Ça répond à ta question ? Ouais, n'hésite pas. D'autres... C'était la même question ? Et la réponse te satisfait ? Tu vois, il va cogiter. Bon, lui, il m'a en cours. De toute façon, je suis à l'école. Hein. Enfin, même si en ce moment, l'école est un peu éparpillée. Mais c'est bon. Bon, c'est moi qui vous remercie. Hein. Merci Laurent aussi. Hein. Merci Émeric. Merci à l'école d'avoir organisé cet événement. Puis on verra si on essaie d'en faire d'autres. Je sais pas. Bonne soirée.